Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de votre Guyane Soir, la capitale de l'Ouest, confrontée à de nombreux problèmes d'insécurité aux abords des établissements scolaires. Règlement de compte, altercations physiques. Les professeurs du collège Paul-Jean-Louis ont rencontré le recteur de Guyane et le sous-préfet pour une réunion sécurité. Philippe Dubelco est notre invité ce soir. 3 semaines de formation dispensées par l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle regroupe les décideurs du monde militaire ou encore de la fonction publique. Ce matin, ils ont eu droit à une présentation de la mission Harpie. Et puis pour terminer, nous irons au collège Antoine Silver Félix au quartier de Soula, Macouria. L'établissement fête ses 10 ans et a voulu mettre à l'honneur le parcours de celui qui fut un illustre musicien. Pour l'occasion, le pôle musique a organisé une manifestation culturelle. Mais tout d'abord, un homme a été abattu à Saint-Laurent-du-Maroni lors d'une intervention de gendarmerie. Les faits se sont produits en fin de matinée, non loin du collège Albert-Londres. Alors qu'il venait de commettre des méfaits dans une résidence, il aurait menacé un des militaires avec un objet pointu. Le gendarme aurait été contraint de tirer. Le sous-préfet Christophe Litogi est au micro d'Éric Léon. Nous avons eu affaire à un individu qui était en train de détruire un véhicule ou de s'en prendre un véhicule avec un instrument contondant. Les gendarmes ont été informés et sont venus au contact. La personne a fait preuve de rébellion et de violence à l'encontre des gendarmes qui ont utilisé dans un premier temps le taser. La personne n'a pu être maîtrisée avec le taser et s'est jetée sur un gendarme avec son instrument contondant à la main. Et le gendarme a fait usage de son arme et la personne est décédée. Et l'insécurité qui gagne aussi du terrain dans et aux abords des établissements scolaires à Saint-Laurent-du-Maroni. Le mois dernier, un jeune a été blessé par balle devant le collège Paul-Jean-Louis. Les actes de violence se répètent. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre le phénomène? Une réunion s'est tenue avec le recteur Pierre Tréfou et Ingrid Saucé. Et on en parle juste après avec notre invité. Le 27 avril dernier, un jeune de 17 ans reçoit une décharge de plomb. L'adolescent, qui n'est pas scolarisé d'après la gendarmerie, est transporté en urgence au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Une scène qui s'est déroulée à proximité du collège Paul-Jean-Louis, situé à Vampire, un quartier sensible de la ville. D'une manière générale, c'est un sentiment de danger permanent, un sentiment d'insécurité. Il y a des élèves qui disent avoir peur de rentrer chez eux après les cours ou bien qui se dépêchent. Il y en a qui disent que le soir, ils entendent régulièrement des coups de feu, qui sont traumatisés par la situation dans le quartier. Afin de trouver des pistes de solutions pour garantir la sécurité des élèves, une réunion s'est tenue en présence du recteur, du sous-préfet et du personnel éducatif du collège. La collectivité territoriale et la mairie étant quant à elle absentes de la réunion. Il y a déjà des choses qui sont faites en partenariat avec la mairie, entre la mairie et la sous-préfecture. Et donc on aura bientôt une brigade de nuit de la police municipale. Il y a la télésurveillance qui a été mise en place et qui va être effective. Pas de communication concernant la date de mise en service de la brigade de nuit municipale. Une seconde réunion de sécurité est prévue avec pour objectif protéger les alentours du collège Paul-Jean-Louis, mais aussi les autres établissements scolaires de la capitale de l'Ouest. Et notre invité ce soir est le recteur Philippe Dubelco. Bonsoir, vous êtes en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Il y aura un léger décalage. Alors, les problèmes d'insécurité sont récurrents. Vous avez déjà organisé plusieurs rencontres à Saint-Laurent-du-Maroni autour de ce phénomène avec plusieurs acteurs. Qu'est-ce que cette réunion a apporté de plus que les autres en termes de solutions concrètes ? Oui, on change de focale. Des réunions ont lieu évidemment en Guyane, vous le savez, des réunions par bassin, des réunions par ville, et puis là, sur des situations très particulières comme celle du collège Paul-Jean-Louis, il nous a semblé vraiment important d'avoir une focale concentrée uniquement sur ce collège. C'est un cas vraiment d'école. Voilà un établissement situé dans un quartier difficile, voilà un établissement qui accueille beaucoup d'élèves en difficulté,
Voilà un établissement dans lequel le climat scolaire est excellent, en raison vraiment de l'implication très forte des équipes pédagogiques et de la gouvernance. Et donc on ne peut pas les laisser sans rien faire, parce que la violence, c'est aux alentours de l'établissement, c'est dans l'environnement de l'établissement, et il faut que là, la focale soit mise avec l'ensemble des acteurs, partie prenante de cet environnement, pour essayer de faire retomber la pression autour de l'établissement. Alors, finalement, c'est ce que vous dites, c'est un problème beaucoup plus large, sociétal même. Le rectorat ne peut à lui seul régler ce problème. Est-ce que vous sentez véritablement que l'ensemble des acteurs sont concernés par cette question? Est-ce qu'il y a une vraie volonté? Écoutez, même si des points ont été faits, de demander au préfet d'organiser cette réunion. Oui, tous les acteurs n'étaient pas présents. Après, ce qu'il faut dire quand même, sur ce point particulier, la collectivité territoriale de Guyane n'était pas là, mais on discute de ces sujets assez régulièrement, et pas plus tard que la semaine dernière, c'est un sujet que j'ai abordé avec le président Serville. J'ai des discussions avec la maire de Saint-Laurent, il n'était pas présent aujourd'hui. Honnêtement, il ne faut en tirer aucune conclusion. L'éducation nationale fait ce qu'elle peut. L'éducation nationale va déployer une équipe mobile de sécurité en proximité des établissements. L'éducation nationale va, et demain j'irai à la rencontre des familles, l'éducation nationale accentue les dispositifs de lutte contre le décrochage. L'éducation nationale cherche à ouvrir les équipements sportifs en dehors des heures d'enseignement pendant les périodes de vacances, de manière à les offrir aux jeunes des quartiers. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que toutes les forces se coordonnent. Et je crois vraiment que dans certains cas, la bonne granulométrie, c'est presque l'établissement. Chaque décision doit être prise établissement par établissement, et c'était l'objet de cette réunion aujourd'hui, d'essayer d'avancer sur ce sujet. Alors vous restez avec nous, on poursuit avec la deuxième journée de l'éducation aux médias et à l'information, une campagne de sensibilisation organisée par France TV avec le ministère de l'Éducation nationale et le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, le CLEMI. Ce matin, des élèves de 4e du collège Justin Cataillé à Cayenne ont visité les studios et ont pu assister à la conférence de rédaction pour mieux comprendre comment se fabrique l'information. Réaction de 3 collégiens au micro de Véronique Nison et Franck Fernandez. Avant que le journal commence, ma mère m'appelle, puis elle nous dit de regarder la télé, mais on ne regarde pas le journal tout le temps parce que des fois, je n'aime pas regarder. Je ne regarde pas vraiment la télé, surtout le journal. Je dis sur Instagram et bien sur le site du Guyane la Première. Les réseaux, c'est un petit peu comme ci, comme ça. On peut leur faire confiance, mais en même temps, des fois, c'est pas vrai. Comment tu fais alors? Moi, personnellement, je vais vérifier dans les journaux pour voir si ce qu'ils disent sur Internet, si c'est vrai. Alors, monsieur le recteur, l'Académie de Guyane a déjà impulsé une dynamique pour susciter l'esprit critique avec des actions notamment du CLEMI. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, pour vos élèves à travers ce tour des émis en Guyane? Votre reportage, il a tout résumé. Les jeunes passent au moins 4 heures par jour sur leur smartphone. Ils reçoivent une masse d'informations considérable. C'est très bien ça, à condition d'être capable de trier le bon grain de livret. Nous, l'éducation nationale, on a besoin d'avoir des partenariats forts avec les professionnels du métier pour aller vers les élèves et leur expliquer précisément les questions essentielles en termes de traitement de l'information. Comment elle est produite la bonne information? Celle qui est vérifiée, celle qui est avérée. Comment on produit la désinformation? Comment on produit la contagion, les effets viraux, vous savez bien, aussi bien que moi, de la désinformation? Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu cet effet viral dans l'éducation nationale ici en Guyane, une vidéo qui filmait des collégiens en train de prendre de la cocaïne. Tout ceci était une fake, comme disent les gens modernes aujourd'hui. Comment on arrive à détecter ce qui est la bonne information? Et là, vous voyez, on a besoin d'avoir ce partenariat avec France Télévisions. Et ces 3 journées, en réalité, ces 3 journées qui viennent marquer, un premier acte fondateur consistant à aller encore plus loin et en cours d'année, se nourrir de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit dans les établissements, dans les locaux de France Télévisions, chez vous, mais aussi dans la ville, avec une projection cinématographique, pour à partir de là construire ce qui est notre métier, qui est l'éducation aux médias et à l'information.
Merci, monsieur le recteur, d'avoir répondu à nos questions. Et cette semaine, le rectorat a organisé un séminaire sur l'illettrisme. Chez nous, un adulte sur 5 serait concerné. Depuis plusieurs années, des classes ambition réussite ont été mises en place dans l'académie. Elles sont destinées aux élèves de 6e qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. Le reportage à Saint-Laurent-du-Maroni de Terence Moy et Ingrid Sauceisma. Ils sont en 6e et la lecture et l'écriture, ce n'est pas vraiment leur point fort. Et un grand rêve. Tout n'est pas perdu, cette classe est adaptée à leur niveau. Leurs professeurs proposent des cours d'apprentissage de la lecture en plus du programme scolaire de base. On a lu des chants, des poèmes, des histoires. En début d'année, ils étaient des chiffreurs. Là, maintenant, ce sont des petits lecteurs. Donc, ils ont progressé et on continue. Même l'année prochaine, avec eux, il faudra continuer à travailler pour qu'ils progressent. L'apprentissage se fait en douceur, comme à l'école primaire. Les enfants ne sont pas abandonnés à leur sort et reprennent goût à la lecture. J'aime bien et ça m'aide à m'améliorer en lecture quand je lis des livres. En douceur, mais avec des objectifs à atteindre tout de même. À la fin de l'année, les enfants n'auront pas rattrapé le retard, mais auront bien progressé. Je veux que tu suives la même structure. Au moins, ne fais pas tout, mais au moins, arrête-toi à l'heure pour que je puisse voir, d'accord ? De là à l'heure. Donc, c'est parti. Donc, on a le chrono. Donc, ils lisent le texte une fois. Demain, on recommence. Comme on se voit tous les jours, on recommence et ils doivent aller plus vite. Une chose est sûre, les mains se lèvent beaucoup dans cette classe. À croire que la timidité disparaît quand le niveau progresse. Au début de l'année, j'arrivais pas du tout à lire. Mais au premier trimestre, j'ai eu tableau d'honneur. Au deuxième trimestre, j'ai eu tableau d'honneur. Au troisième trimestre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir. Dans une autre salle, d'autres élèves suivent également un cours d'apprentissage de la lecture. Au début de l'année, ils ne savaient pas lire du tout. Je suis heureux de savoir lire pour aider mes petits frères et sœurs. Ça peut changer carrément leur comportement. Car comme ils voient qu'on s'occupe d'eux, comme on dit, ils font moins les zouaves, ils sont plus concentrés et ils vont plus faire d'efforts. Et c'est surtout ce qu'on veut leur apprendre, la notion d'effort. En Guyane, 6 classes sont concernées par ce programme adapté aux élèves en difficulté, un outil supplémentaire en fonction depuis 6 ans qui permet aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que ça, c'est vraiment compliqué. Et ils sont près d'une cinquantaine pour cette nouvelle session de formation de l'Institut des hautes études de défense nationale. Pendant 3 semaines, les participants issus du monde militaire, de la fonction publique et du privé vont être sensibilisés aux enjeux de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, il était question de lutte contre l'orpaillage illégal. Reportage de Guillaume Perrault et Martial Grit. Ils risquent leur vie quotidiennement en opération. Voir ces militaires en action permet de prendre la mesure de l'implication des forces armées engagées dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Des clés de compréhension essentielles pour Lauric Sophie, élue de Sinamari et doctorant en économie sur la structuration des filières pêche et bois. Il faut comprendre ces éléments, expliquer à la population, être aussi le relais de la population vis-à-vis des forces armées, de la gendarmerie ou de la préfecture, mais être ce relais, c'est ce tampon entre les deux. Pendant 3 semaines, la formation regroupe une cinquantaine de décideurs des Antilles-Guyane, issus du monde militaire, de la fonction publique et du privé. Ils enchaînent visites sur site, conférences, débats et travaux de réflexion. Hélas, la guerre de l'Ukraine a rappelé à tout le monde que les forces armées étaient une nécessité. C'est vraiment important de donner des moyens aux forces armées pour qu'elles puissent assurer la défense de la population, la protection du territoire, où qu'il soit. Autre participante, Julia Kong. La DRH adjointe des services de l'État est très attachée à ces questions de défense et de sécurité. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on n'est pas seulement participants, on est aussi acteurs de ce gros travail de défense et de sécurité. La Guyane est soumise à de nombreux enjeux de souveraineté comme la pêche et l'orpaillage illégal. Un territoire fragile socialement où la criminalité élevée pèse sur la vie des habitants. Lutter contre l'insécurité est alors l'affaire de tous.
Le centre hospitalier de l'Ouest guyanais se démarque au Salon de l'infirmier à Paris. Il a obtenu le premier prix et le prix coup de cœur Hélioscope GMF grâce à sa structure de garde d'enfants, une distinction accompagnée d'un chèque de plus de 7 000 €. C'est la première fois à l'échelle nationale qu'un hôpital propose un centre périscolaire, un projet pour améliorer la qualité de vie des employés et attirer les candidats au CHOG. Des images signées Céline Fleuzin. L'État de l'Amapá au Brésil, placé en état d'urgence sanitaire depuis plus de 5 semaines. Les autorités doivent faire face à une épidémie de grippe qui touche particulièrement les enfants. 6 décès sont à déplorer. Du matériel médical et de l'oxygène sont arrivés. Les détails dans cet article de Catherine Lama. C'est un débat sémantique qui semble trouver un épilogue. Le mot métropole sera remplacé par hexagone dans les textes officiels. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Olivier Servat, député guadeloupéen, a défendu un amendement pour bannir l'usage de ce terme qui renvoie à un passé colonial. Un amendement voté à l'unanimité. On écoute Olivier Servat. Le petit Robert dit: la métropole, c'est un territoire d'un État considéré par rapport à ses colonies, au territoire extérieur. Et donc, j'imagine parfois, sans le vouloir, les collègues ici, par habitude, emploient le terme métropole. Je vous propose, et je sais que le ministre Lecornu, qui a été ministre des Outre-mer, est sensible à cela, je vous propose un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus géométrique, hexagone. La France, vous le savez, est la France parce qu'elle est archipel France. La France est la France parce qu'elle a ses outre-mer sur les 3 océans où le soleil ne se couche jamais et où on peut faire des essais nucléaires en Polynésie, lancer des fusées Ariane ou bien faire de la géopolitique en Indo-Pacifique ou dans le canal du Mozambique ou avoir les plus belles plages du monde aux Antilles ou en Polynésie selon le choix. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous demande s'il vous plaît de transformer ce terme métropole en hexagone. Je vous remercie. En Guadeloupe, le mémorial acté dans le collimateur des autorités de contrôle. Les inspections générales de l'administration et des affaires culturelles parlent d'un navire à la dérive. Le rapport rédigé en novembre dernier fait état d'une gestion chaotique durant ces 4 dernières années. Un document censé rester confidentiel. Eric Simfling. 7 ans après sa création, voilà à quoi se résume le Mémorial Act. Un bilan décevant, un avenir à construire. Ce rapport de 130 pages est le fruit d'une mission flash de l'Inspection générale de l'administration et des affaires culturelles, réalisée en septembre dernier après un signalement d'Alexandre Rochat. L'ancien préfet évoquait notamment plusieurs crises de gouvernance et de gestion. Un constat largement corroboré par les auteurs du rapport. Le bilan pour la période 2019-2022 s'avère dégradé, voire chaotique. Les rapporteurs pointent les tensions entre la directrice générale et une partie significative de son personnel, à tel point que le MACT est resté fermé pendant 9 mois, de mars à novembre 2021. À cela s'ajoute l'absence de dialogue entre Laurella Rinson et Harry Chalus, président du conseil d'administration. Mais au-delà des questions de gouvernance et d'égo, il y a également un projet scientifique et culturel en panne, la multiplication des contentieux, dont plusieurs dossiers au pénal, et enfin une situation budgétaire anormale. Et l'affaiblissement est tel, souligne le rapport, qu'il hypothèque l'avenir même de l'établissement. Les rapporteurs ont donc proposé 4 recommandations prioritaires. La première vient d'être suivie des faits puisque Laurella Rinson a été rayée des effectifs le 19 mai dernier. Reste maintenant à nommer un directeur provisoire pour quelques mois, avec pour mission d'apaiser les tensions et de relancer un nouveau projet. Ce sera l'objet du conseil d'administration prévu mardi prochain. Retour en Guyane avec cette grande fête à l'occasion des 10 ans du collège Antoine Sylvère Félix à Makouria. Un nom bien connu dans la commune, c'était un musicien hors pair. Autour de ce personnage, une manifestation culturelle était organisée. Et parmi les invités, les petites filles d'Antoine Sylvère Félix, le reportage de Vanessa Etienne et Clotilde Séraphin-Georges. L'établissement Antoine Sylvère Félix fête ses 10 ans. C'est l'hommage de toute la communauté scolaire rendue à cet homme qu'ils n'ont pas connu. Des élèves qui en musique ont salué son parcours, bien conscients de cet héritage. Monsieur Félix, c'est un grand musicien, un artiste comme moi. D'ailleurs, je fais de la batterie,
du piano et du tambour, c'est un exemple pour moi, puisque c'est un musicien. C'est de là que je tiens l'expérience en regardant et en écoutant d'autres musiques. J'essaie d'évoluer et ça me donne aussi, ça me donne l'écoute, ça me donne plus envie de rentrer dans le monde de la musique. Pour moi, c'est une personne très importante parce qu'il nous fait apprendre des choses qu'on a besoin pour après, les choses qu'on va travailler. Un moment de partage avec la famille Félix. Les petites filles du musicien étaient présentes. Il était tromboniste au sein d'un orchestre symphonique. Tout cela à ses heures perdues. Il a débuté sa carrière de musicien pendant l'armée, en créant des fanfares dans tous les pays où il est passé, l'Algérie, Madagascar. À son retour en Guyane, il devient professeur de musique, mais aussi chef de chœur à la cathédrale de Cayenne. Puis de 1977 à 1983, il s'investit cette fois pour sa commune en devenant maire de Makouria. Toutes mes cousines du moins qui sont venues avec moi aujourd'hui, on est tous très fiers de l'homme, de ce qu'il a fait et surtout que la Guyane connaisse un peu son histoire, que les élèves de cette école connaissent l'histoire de M. Félix Antoine Silvère, ce qu'il a fait pour la Guyane et ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. C'est surtout ça que le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Ces prestations scéniques ont nécessité plusieurs heures de travail et un investissement important de la part des élèves. Nous avons voulu donner une nouvelle image du quartier de Soula, parce que d'après les dires des élèves, Soula était très mal vu par rapport à la violence et des faits de violence et de délinquance. Montrer qu'ils savent faire des choses aussi, les élèves de Soula. Ils sont capables, ils ont beaucoup de potentiel. Un moment culturel et festif que ces jeunes garderont en souvenir. Moins réjouissant, la reine du rock'n'roll Tina Turner est morte aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Elle s'est éteinte en Suisse à l'âge de 83 ans. Durant ses 50 ans de carrière, Tina Turner a vendu près de 200 millions d'albums et a gagné 11 Grammy. Une immense carrière résumée par Laurent Aki de France Info. Simply the best, simplement la meilleure. De chacune de ses chansons, la reine du rock faisait un spectacle, tenue sexy, démarche féline et cette voix puissante avec laquelle elle avait imposé son style. Dans sa musique comme dans sa vie, elle avait appris à conjurer le sort et à contrôler son destin. Tina, la lionne, la tigresse du rock, est née dans ce petit coin déshérité du Tennessee dans les années 40 où les Noirs étaient aussi indésirables que les chiens. Heureusement pour cet enfant de la poussière, la musique est un refuge avec ses idoles Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. C'est sa rencontre avec Ike Turner, un chanteur de rhythm and blues qui va la propulser dans l'univers de la chanson. Dès 1966, Ike et Tina enchaînent les tubes avec des reprises de rhythm and blues, dont cette inoubliable Proud Mary. Mais bientôt, la vie est beaucoup plus drug que rock'n'roll. La cocaïne et la violence de son mari ont pris autant de place que la musique. En juillet 1976, Tina s'enfuit de cet hôtel de Dallas avec ses 4 enfants et un ticket d'autobus. Elle disparaît pendant 10 ans. Oubliée, Tina? Sûrement pas. La lionne, métamorphosée en tigresse du rock, ressurgit dans les années 80. Je ne déprime pas facilement, je suis très optimiste. Le rock'n'roll lui va bien, le cinéma aussi. La voici en guerrière sexy dans le Mad Max, dont elle interprète la bande originale en 1985. 4 ans plus tard, elle apparaît élégante pour James Bond dans la bande originale de GoldenEye. Et si la lionne a tiré un trait sur son passé douloureux, elle en garde le meilleur, ses vieux tubes, pour enflammer la scène. Je vis chaque chanson. Et si vous écoutez les paroles, vous sentez bien qu'on ne peut pas rester au micro et dire ces mots. Vous avez besoin de les jouer. Vous vous transformez en actrice.
Tina la tigresse avait un rapport particulier avec la France. Outre sa résidence secondaire sur la Côte d'Azur, elle était depuis plus de 20 ans citoyenne d'honneur de Villefranche-sur-Mer et intronisée dans la confrérie des 20 Cahors, décidément la meilleure. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en radio dès 5h. L'info est aussi en continu sur notre site internet. Belle soirée à vous et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.